Tout le monde a reçu une invitation pour le dîner de remise de diplôme de mon frère, sauf moi. Mon père a dit, nous ne pensions pas que tu voudrais venir vu que tu as à peine terminé tes études toi-même. J'ai juste souri et dit, alors, ne vous inquiétez pas pour ma cérémonie le mois prochain. 2 semaines plus tard, ma cousine a posté un selfie sous une bannière avec ma photo. C'est là que les appels ont commencé. La bannière disait, félicitations, Dr Emma Mitchell, summa cum laude. Le sourire de ma cousine était sincère alors qu'elle se tenait fièrement sous ma photo de remise de diplôme, tandis que mon téléphone explosait de notifications. Les membres de ma famille qui m'avaient rayé de la carte il y a des années étaient soudainement désespérés de comprendre ce qu'ils avaient manqué. Je fixais mon téléphone alors que les appels et les SMS affluaient, mes mains tremblant légèrement. Après des années à être la déception de la famille, le mouton noir qui était censé avoir à peine terminé ses études, j'avais secrètement terminé mes études de médecine en étant major de ma promotion. Personne dans ma famille proche ne le savait, ni mes parents, ni mon frère chéri, Jake, dont j'avais été exclu du dîner de remise de diplôme de son école de commerce. La seule personne à qui je l'ai dit était ma cousine Megan, qui avait toujours cru en moi, même quand personne d'autre ne le faisait. Tout a commencé quand j'avais 16 ans. Ma famille a toujours accordé de l'importance à la réussite scolaire avant tout. Mon père était un professeur respecté, ma mère une ingénieure accomplie, et Jake était l'élève parfait, que des A, capitaine de l'équipe de débat, accepté dans toutes les universités prestigieuses auxquelles il avait postulé. Et puis il y avait moi. J'avais du mal avec un TDAH non diagnostiqué, ce qui faisait de l'apprentissage traditionnel en classe un cauchemar. Mes bulletins scolaires étaient un mélange de C et de D, avec un B occasionnel quand le style d'un enseignant correspondait à mes besoins d'apprentissage. Chaque dîner de famille se transformait en un interrogatoire sur ma dernière déception. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement t'appliquer comme ton frère ?» demandait ma mère, tandis que mon père hochait la tête en silence. Jake restait assis là, mal à l'aise, mais ne me défendait jamais. Les comparaisons et les critiques constantes ont brisé mon esprit jusqu'à ce que j'arrête complètement d'essayer. En dernière année, je réussissais à peine mes cours. Quand le moment de la remise des diplômes est arrivé, il y a eu une célébration pour Jake, une fête somptueuse avec la famille élargie, les amis et les collègues de mes parents. Pour moi, il y a eu un dîner tendu à la maison où mon père m'a fait la morale pour enfin me ressaisir maintenant que le lycée était derrière moi. Mon cadeau de remise de diplôme était un dépliant pour le programme d'assistante administrative du collège communautaire local parce que, selon lui, nous devons être réalistes quant à tes capacités, Emma. J'ai déménagé le lendemain, n'emportant que ce qui pouvait tenir dans ma Honda Civic délabrée. Mes parents semblaient presque soulagés de me voir partir. Jake a appelé une fois pour demander où je logeais, mais la conversation a été brève et maladroite. J'ai trouvé un petit studio et j'ai pris un emploi de réceptionniste dans une clinique médicale pour payer les factures. Je rendais visite à ma famille pour les fêtes, endurant les regards de pitié et les questions pointues sur le moment où je deviendrais sérieuse au sujet de mon avenir. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que travailler à la clinique avait fait naître quelque chose en moi. Je trouvais le domaine médical fascinant, et plusieurs médecins ont remarqué mon aptitude naturelle à comprendre les cas complexes. Une médecin en particulier, le docteur Ramirez, m'a prise sous son aile. Elle a immédiatement reconnu mes symptômes de TDAH et m'a aidé à obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Soudain, l'apprentissage est devenu possible d'une manière qu'il ne l'avait jamais été auparavant. « Tu as un esprit brillant, Emma », m'a dit le docteur Ramirez. « Tu avais juste besoin des bons outils pour y accéder. » Avec son encouragement, je me suis inscrite à des cours du soir au collège communautaire. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu la réussite scolaire. Mes notes étaient excellentes, et j'ai découvert qu'avec un soutien approprié pour mon TDAH, non seulement je pouvais apprendre, mais je pouvais exceller. J'ai été transféré dans une université de 4 ans, j'ai terminé mon diplôme de premier cycle avec mention et j'ai été accepté à l'école de médecine. Tout au long de ce parcours, j'ai maintenu un contact minimal avec ma famille. Les visites de vacances sont devenues des appels téléphoniques et des SMS. Ils n'ont jamais posé de questions sur mes études, supposant que je travaillais toujours comme réceptionniste. À quelques reprises, j'ai essayé de mentionner mes cours. Mon père changeait de sujet, et ma mère avait l'air mal à l'aise. Jake était trop occupé par sa propre réussite pour remarquer la mienne. Seule Megan, ma cousine du côté de ma mère, connaissait la vérité. Elle avait toujours été gentille avec moi, et quand je lui ai parlé de l'école de médecine, elle est devenue ma pom-pom girl. Ils vont être choqués quand ils réaliseront ce qu'ils ont manqué,
a-t-elle dit lors d'un de nos rendez-vous café, mais plus important encore, tu vas être un médecin incroyable. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue 3 semaines avant ma remise de diplôme de l'école de médecine. J'ai terminé son MBA, et mes parents ont organisé un dîner de célébration dans un restaurant coûteux. Je l'ai découvert grâce aux médias sociaux, des photos de toute la famille élargie réunie autour d'une longue table, trinquant au succès de mon frère. Personne n'avait pris la peine de m'inviter. Quand j'ai appelé mon père pour lui demander pourquoi je n'avais pas été incluse, sa réponse a été blessante. Nous ne pensions pas que tu voudrais venir, Emma, vu que tu as à peine terminé tes études toi-même. Nous avons supposé que cela pourrait te mettre mal à l'aise. Le mépris dans sa voix était clair. Après toutes ces années, il me voyait toujours comme un échec familial. J'ai pris une profonde inspiration, stabilisant ma voix avant de répondre. Je vois. Alors, ne vous inquiétez pas pour ma cérémonie le mois prochain. Quelle cérémonie ? A-t-il demandé, d'un ton distrait. Rien d'important, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai décidé alors que je ne leur parlerai pas de ma remise de diplôme. Pourquoi se donner la peine ? Ils avaient clairement exprimé leur opinion sur moi. Au lieu de cela, j'ai invité le docteur Ramirez, mes collègues de la clinique et Megan. La cérémonie était magnifique, et être coiffé en tant que nouveau médecin, diplômé summa cum laude, a été le moment le plus fier de ma vie. 2 semaines plus tard, Megan, avec ma permission, a posté ce selfie sous la bannière de félicitations à ma fête de remise de diplôme. Elle a tagué tous les membres de notre famille, et la légende disait, si fière de ma brillante cousine, Dr Emma Mitchell, summa cum laude de l'école de médecine et déjà acceptée dans le prestigieux programme de résidence de Collins. Certaines personnes voient du potentiel là où d'autres ne voient que l'échec. La trahison que ma famille a ressentie lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle avait manqué était évidente dans leurs appels et messages frénétiques. Le message vocal de mon père était empreint de choc. Emma, nous devons parler de cette évolution. Rappelle-moi immédiatement. Ma mère a envoyé un SMS, pourquoi nous aurais-tu caché cela ? Nous sommes ta famille. J'ai qu'à simplement écrit, félicitations. Je n'en avais aucune idée. Je les ai laissés mijoter pendant 3 jours avant de répondre, me laissant le temps de traiter mes émotions et de décider comment je voulais gérer cette trahison familiale. Ils m'avaient exclu pendant mes difficultés, et maintenant ils voulaient faire partie de ma réussite. La vengeance de réussir sans leur connaissance ni leur soutien était satisfaisante, mais je savais que je devais aborder la situation directement. Alors que je fixais mon téléphone, contemplant ma prochaine action, j'ai réalisé que c'était ma chance de redéfinir notre relation selon mes conditions. Des années à être la déception de la famille avaient pris fin. Maintenant, j'étais le docteur Emma Mitchell, et ils devraient me voir sous un jour complètement nouveau, qu'ils soient prêts ou non. J'ai décidé de rencontrer ma famille chez mes parents plutôt que de leur parler individuellement. Remonter l'allée familière était étrange, comme retourner dans un endroit que j'avais dépassé. À travers la fenêtre du salon, je pouvais les voir tous attendre, mon père faisant les 100 pas, ma mère perchée anxieusement sur le bord du canapé et Jekassi les épaules voûtées, vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes. Quand j'ai sonné à la porte au lieu d'utiliser ma clé, le message était clair, je n'étais plus la fille qui vivait selon leurs règles, j'étais une visiteuse maintenant, selon mes propres conditions. Ma mère a ouvert la porte, ses yeux s'écarquillant en me regardant. L'adolescente avachie et peu sûre d'elle qu'il se souvenait avait disparu. Je me tenais droite dans un chemisier impeccable et un pantalon ajusté, ma posture reflétant la confiance que j'avais acquise grâce à des années de travail acharné et de réussite scolaire. Emma, a-t-elle dit, tendant la main pour me faire une accolade que j'ai évitée avec un sourire poli. Bonjour, mère, ai-je répondu, entrant dans le salon. Mon père a cessé de faire les 100 pas quand il m'a vu. Pour la première fois de ma vie, il avait l'air incertain, comme s'il réalisait soudainement qu'il faisait face à une étrangère plutôt qu'à la déception qu'il pensait connaître. Tu aurais dû nous le dire, a-t-il dit immédiatement, sautant toute salutation. Nous sommes ta famille. Nous avions le droit de savoir. J'ai posé mon sac à main délibérément et j'ai pris place, croisant les jambes et croisant son regard directement. D'accord, comme j'avais le droit d'être invité au dîner de remise de diplôme de Jek. Jek a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Emma, je ne savais pas que tu n'étais pas invitée. J'ai supposé que tu étais occupée. Hypothèse pratique, ai-je répondu. Mais il ne s'agit pas de ce dîner. Il s'agit d'années à être traité comme l'échec de la famille, d'années à se faire dire que je n'étais pas assez bonne, assez intelligente ou assez motivée.
Ma mère s'est assise à côté de moi, sa main planant près de la mienne sans la toucher tout à fait. Nous n'avons jamais dit que tu n'étais pas assez bonne. Vous n'aviez pas besoin de le dire. C'était dans chaque comparaison avec Jake, chaque regard déçu, chaque conversation sur mes options irréalistes. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Vous souvenez-vous de ce que papa m'a donné pour ma remise de diplôme du secondaire? Un dépliant pour un programme d'assistante administrative parce que c'est tout ce qu'il pensait que j'étais capable de faire. Le visage de mon père est devenu rouge. J'essayais d'être pratique. Vos notes étaient le résultat d'un TDAH non diagnostiqué, ai-je interrompu, ce qu'un parent plus attentif aurait pu remarquer au lieu de simplement supposer que j'étais paresseuse ou stupide. Le silence qui a suivi était lourd de prise de conscience et de honte. Mon père, le professeur qui se targuait d'identifier le potentiel de ses élèves, l'avait complètement manqué chez sa propre fille. « Comment as-tu réussi tes études de médecine ?» a finalement demandé Jake, une curiosité sincère dans sa voix. Je veux dire, c'est incroyablement difficile, même pour quelqu'un comme moi. J'ai terminé pour lui. J'ai été diagnostiqué et traité. Il s'avère que je suis en fait assez brillante quand mon cerveau a ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Je n'ai pas pu empêcher une pointe de satisfaction dans ma voix. J'ai obtenu mon diplôme en étant major de ma promotion, Jake, summa cum laude. Mon père s'est assis lourdement dans son fauteuil. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais du mal avec cette condition? Je ne savais pas ce qui n'allait pas jusqu'à ce que le docteur Ramirez, mon mentor à la clinique, reconnaisse les symptômes, et à ce moment-là, j'avais déjà déménagé. Vous aviez clairement indiqué ce que vous pensiez de mon potentiel. Nous aurions pu t'aider, a dit doucement ma mère. J'ai ri, le son était aigu dans la pièce silencieuse. Quand, entre me comparer à Jake et me dire de revoir mes attentes à la baisse? Je ne suis pas sûr que cela aurait été utile. Mon père s'est penché en avant, son esprit académique essayant clairement de résoudre ce nouveau casse-tête. Mais l'école de médecine, les coups seuls. Comment as-tu? Des bourses, des prêts et un travail à temps partiel? Le docteur Ramirez m'a aidé à naviguer dans le processus de candidature. J'ai obtenu une bourse d'études complète pour mon diplôme de premier cycle et des bourses partielles pour l'école de médecine. J'ai travaillé les nuits et les week-ends pour couvrir le reste. La trahison familiale a été plus profonde en voyant la surprise sur leur visage. Ils n'avaient jamais envisagé que je puisse être capable d'une telle réussite, d'un tel dévouement. Toutes ces fêtes et réunions de famille, a dit ma mère, sa voix faible de réalisation. Tu n'as jamais rien mentionné de tout cela. J'ai essayé au début, mais personne n'a posé de questions sur mes études. Vous avez tous supposé que j'étais toujours juste réceptionniste, et chaque fois que j'évoquais des cours, le sujet était changé assez rapidement. J'ai regardé directement mon père. Il est devenu clair que mon parcours académique n'intéressait pas cette famille. Jake a bougé inconfortablement. Je ne savais pas, Emma. Je t'aurais soutenu. Vraiment? Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois, Jake? Quand as-tu demandé pour la dernière fois comment allait ma vie au lieu de parler de ton MBA, de ta petite amie ou de tes perspectives d'emploi? Il n'avait pas de réponse, et nous savions tous pourquoi. L'enfant chéri était trop absorbé par sa propre réussite pour remarquer la lutte de sa sœur ou son ascension ultérieure. Mon père s'est éclairci la gorge. Nous avons commis des erreurs, Emma. Clairement, nous avons mal jugé la situation. Mais nous sommes ta famille. Sûrement que cela compte pour quelque chose. Famille, ai-je répété, goûtant l'amertume du mot. La famille devrait être les personnes qui croient en vous quand personne d'autre ne le fait, qui voient votre potentiel même quand vous avez des difficultés, qui vous soutiennent à travers les échecs et célèbrent vos réussites. J'ai laissé les mots s'imprégner. Selon cette définition, le docteur Ramirez a été plus une famille pour moi qu'aucun d'entre vous. Ma mère s'est mise à pleurer doucement. Nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi. Non, ai-je corrigé doucement. Vous vouliez ce qu'il y avait de plus facile. Jake était facile. Il correspondait au moule. Il a prospéré dans l'enseignement traditionnel. Il vous a bien reflété. J'étais difficile, alors vous avez abandonné. La vérité de cela flottait dans l'air entre nous, indéniable. Des années de trahison familiale se sont cristallisées dans ce moment de clarté. Alors, que faire maintenant, a demandé mon père, sa voix inhabituellement petite. Où cela nous mène-t-il? J'ai pris une profonde inspiration.
C'était la question que je me posais depuis que Meghan a posté cette photo. Que voulais-je de ces gens qui m'avaient rejeté si complètement? Cela dépend de vous, ai-je dit. Je commence ma résidence à Collins le mois prochain. C'est l'un des programmes les plus compétitifs du pays, et je me spécialiserai en neurologie pédiatrique. Les sourcils de mon père se sont levés à la mention de Collins. Même lui, avec son snobisme académique, ne pouvait pas ignorer le prestige de ce programme. Je me suis construit une vie sans votre soutien ni votre approbation, ai-je poursuivi. J'ai des collègues qui me respectent, des mentors qui croient en moi et des amis qui me valorisent. Je n'ai pas besoin de vous dans ma vie, mais je suis prête à vous donner la chance d'en faire partie, si vous pouvez m'accepter tel que je suis, pas comme vous souhaiteriez que je sois. Bien sûr que nous t'acceptons, a dit rapidement ma mère. J'ai levé la main. Ce n'est pas si simple. L'acceptation signifie reconnaître le mal que vous avez causé. Cela signifie reconnaître que vos perceptions de moi étaient fausses et nuisibles. Cela signifie faire un effort sincère pour connaître la personne que je suis réellement, pas l'échec que vous avez supposé que je serais. Jake, qui avait été silencieux pendant la majeure partie de la conversation, a finalement pris la parole. Je suis désolé, Emma. Je le suis vraiment. Je n'ai jamais voulu te faire sentir moins que. J'étais juste concentré sur mon propre chemin, je sais, ai-je dit, ma voix s'adoucissant légèrement, mais cette concentration a eu un coût. Tu as participé au récit familial à mon sujet, même si tu ne l'as pas créé. Mon père, toujours l'universitaire, semblait tout traiter méthodiquement. Tu as mentionné le TDAH. J'ai eu des étudiants atteints de cette condition. J'aurais dû reconnaître les signes. Oui, tu aurais dû, ai-je convenu, mais tu étais trop occupé à voir ce que tu t'attendais à voir. Il a hoché la tête lentement, acceptant la critique d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Tu as raison, et je te dois des excuses pour cela, pour tout cela, les comparaisons, les faibles attentes, le dépliant. Il a grimacé au souvenir. J'ai échoué en tant que père. Venant de lui, cet aveu était significatif, mon père reconnaissait rarement ses erreurs. J'aimerais en savoir plus, a dit timidement ma mère, sur ton parcours, sur l'école de médecine, sur ce programme de résidence, si tu es prête à partager. J'ai étudié son visage, cherchant la sincérité derrière ses mots. Je le serai peut-être un jour, mais cela ne se réglera pas en une seule conversation. Qu'est-ce qui aiderait? A demandé Jake. De quoi as-tu besoin de nous? La question m'a surprise, personne dans ma famille ne m'avait jamais demandé ce dont j'avais besoin auparavant. Du temps, ai-je dit après un moment, un effort, un véritable effort pour apprendre à me connaître tel que je suis maintenant. Pas d'hypothèse, pas de comparaison. Je les ai regardés chacun à leur tour, et j'ai besoin d'une reconnaissance que la façon dont vous m'avez traité était mauvaise, pas seulement des excuses, mais une compréhension véritable des dommages que cela a causés. Mon père a hoché la tête solennellement. C'est juste. Alors que la conversation se poursuivait, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. La vengeance de leur choc face à ma réussite était satisfaisante, oui, mais je ressentais aussi quelque chose d'inattendu, de l'espoir, pas l'espoir qu'ils deviennent soudainement la famille parfaite, mais l'espoir qu'ils puissent réellement me voir clairement pour la première fois. Avant de partir, je leur ai remis à chacun une invitation formelle à ma cérémonie de blouse blanche, la célébration marquant le début de ma résidence. Si vous voulez commencer à reconstruire, ce serait un bon endroit, mais ne venez que si vous êtes prêt à me voir comme le docteur Emma Mitchell, pas comme la fille qui a à peine terminé ses études. L'expression sur le visage de mon père alors qu'il tenait cette invitation en relief, à parts égales de regret et de fierté, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Le voyage vers la guérison des blessures de notre famille avait commencé, mais selon mes conditions, avec l'influence de ma réussite et la force de ma confiance nouvellement acquise. Alors que je retournais à ma voiture, mon téléphone a vibré avec un SMS de Meghan. Comment ça s'est passé? Ça va? J'ai souri en tapant ma réponse, mieux que prévu. Ils sont sous le choc, mais je pense qu'ils me voient enfin. Meghan a répondu immédiatement. Il était temps. N'oublie pas, qu'il soit à la hauteur ou non, ta remise de diplôme et tout ce que tu as accompli mérite d'être célébré. Je suis tellement fier de toi. Ces mots m'ont réchauffé alors que je m'éloignais de la maison de mes parents. Indépendamment de ce qui s'est passé avec ma famille, j'avais prouvé quelque chose de vital, je n'étais pas l'échec qu'ils m'avaient étiqueté. J'étais le docteur Emma Mitchell, et ma réussite ne faisait que commencer.
Les 3 semaines qui se sont écoulées entre cette confrontation et ma cérémonie de remise de blouse blanche ont été remplies de préparation, tant professionnelle qu'émotionnelle. J'ai emménagé dans un nouvel appartement plus proche de l'hôpital, déballé mes manuels de médecine et ma garde-robe professionnelle, et j'ai essayé de me préparer à revoir ma famille, si elle choisissait de venir. Une partie de moi s'attendait à ce qu'elle reprenne ses habitudes, qu'elle trouve des excuses, qu'elle minimise l'importance de la cérémonie, qu'elle maintienne le récit confortable qu'elle avait construit autour de moi. Une autre partie espérait qu'elle m'avait vraiment entendu, qu'elle comprenait l'ampleur de ses erreurs et de mes réalisations. Meghan m'a appelé la veille de la cérémonie. « As-tu eu de leurs nouvelles ?»« Pas directement, ai-je admis. Mais j'ai vu qu'ils avaient tous les 3 répondu oui sur la page de l'événement. »« C'est déjà ça, » a-t-elle dit avec prudence. « Es-tu prête à les voir ?»« Je ne sais pas, » ai-je dit honnêtement. Une partie de moi veut juste se concentrer sur la cérémonie, sur ce que j'ai accompli. Je ne veux pas que leur présence ou leur absence éclipse cela. Alors ne le permets pas, a conseillé Meghan. Cette journée est pour toi et tes réalisations. Ils ne sont que des spectateurs. Elle avait raison. Bien sûr, la vengeance de la réussite est la plus complète lorsqu'elle ne dépend pas de la reconnaissance des autres. J'ai terminé major de ma promotion à la faculté de médecine et obtenu un poste de résidente prestigieux grâce à mon propre mérite et à mon travail acharné. Personne ne pouvait me l'enlever, pas même ma famille. Le matin de la cérémonie s'est levé radieux et clair. Je me suis habillé avec soin dans la tenue que j'avais choisie des semaines auparavant, une robe marine sur mesure qui avait l'air professionnel, mais qui se voulait festive. En attachant mes cheveux en arrière, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir et je me suis à peine reconnu. Pas à cause des vêtements ou de la coiffure, mais à cause de la confiance dans mes yeux. C'était le visage du docteur Emma Mitchell, accompli, motivé et n'étant plus défini par les perceptions limitées des autres. Quand je suis arrivé à l'auditorium, le docteur Ramirez m'attendait à l'extérieur. Elle m'a serré fort dans ses bras, sa fierté évidente dans son sourire rayonnant. « Aujourd'hui est le grand jour, docteur Mitchell », a-t-elle dit, soulignant mon titre avec une joie évidente. « Comment te sens-tu » ? Nerveuse, ai-je admis. Et pas seulement à propos de la cérémonie ? Elle a acquiescé, comprenant. La famille vient. Ils ont dit qu'ils viendraient, mais... J'ai haussé les épaules, laissant le doute inexprimé. Le docteur Ramirez m'a serré l'épaule. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que tu as mérité ce moment. Personne ne peut te l'enlever. À l'intérieur, l'auditorium était déjà rempli de monde, des familles fières, de nouveaux résidents excités, le personnel de l'hôpital. J'ai vérifié mon téléphone de manière compulsive au fil des minutes, mais il n'y avait aucun message de mes parents ou de Jake. J'ai essayé de me concentrer sur le fait de saluer mes collègues et d'établir des contacts professionnels, mais je n'ai pas pu m'empêcher de parcourir la foule du regard, à la recherche de visages familiers. 10 minutes avant le début prévu de la cérémonie, je me suis résigné à leur absence. C'était décevant, mais pas surprenant. Les vieilles habitudes ont la vie dure, et ma famille avait des années d'expérience dans le rejet de mes réalisations. Puis, juste au moment où j'allais rejoindre les autres résidents dans la zone de rassemblement, j'ai entendu mon nom être appelé. En me retournant, j'ai vu Meghan se précipiter vers moi, suivie de toute ma famille, pas seulement mes parents et Jake, mais aussi des tantes, des oncles, des cousins, des personnes que je n'avais pas vues depuis des années, et ils portaient tous des fleurs. Désolé d'être en retard, a déclaré Meghan, légèrement essoufflée. Ton père a insisté pour venir chercher tout le monde en personne, et puis il y avait des embouteillages, et... Tu sais. J'ai interrompu, les yeux fixés sur mon père, qui avait l'air inhabituellement nerveux. Bien sûr que nous sommes venus, a-t-il dit, s'avançant. Nous voulions tous être là pour toi, Emma. Docteur Mitchell. L'utilisation formelle de mon titre ne m'a pas échappé. C'était une reconnaissance, petite mais significative, de ma nouvelle identité. Ma mère m'a tendu un bouquet de tournesol. C'était toujours tes préférés, a-t-elle dit doucement. Je me suis souvenu. Le simple fait qu'elle se soit souvenue d'un tel détail, alors que j'avais supposé qu'ils avaient tout oublié de la vraie moi, m'a laissé momentanément sans voix. Jake s'est avancé ensuite, tenant un petit sac à dos. Je t'ai acheté quelque chose. Ce n'est pas grand-chose, mais... Il me l'a tendu maladroitement. À l'intérieur, il y avait une plaque signalétique élégante pour un bureau, Dr Emma Mitchell, MD, dans une écriture élégante. Le geste était étonnamment réfléchi,
venant d'un frère qui avait rarement remarqué mon existence, et encore moins mes aspirations. Merci, ai-je dit, sincèrement touché. Vous tous. Merci d'être venus. Nous n'aurions manqué ça pour rien au monde, a dit mon père avec fermeté. Plus jamais. Avant que je puisse répondre, une annonce a appelé tous les résidents à prendre leur place. Alors que je me retournais pour partir, mon père a attrapé mon bras doucement. Emma, a-t-il dit, la voix remplie d'émotion. Je me suis trompé à ton sujet. Tellement trompé, et je suis plus fier que je ne peux le dire. Ces mots, des mots que j'avais envie d'entendre depuis des années, ont failli briser mon calme. J'ai simplement acquiescé, ne me fiant pas à ma voix, et j'ai rejoint la procession des nouveaux résidents. La cérémonie elle-même a été un flou de discours, d'applaudissements et de la remise rituelle des blouses blanches. Quand mon nom a été appelé, Dr Emma Mitchell, diplômée summa cum laude, qui se joint à nous en neurologie pédiatrique, j'ai entendu une acclamation distincte de la section où était assise ma famille. En traversant la scène et en me faisant enfiler ma blouse blanche par le chef du service de médecine, j'ai aperçu mon père dans le public. Il était debout, applaudissant vigoureusement, avec des larmes coulant sur son visage. À ce moment-là, le goût sucré de la vengeance a cédé la place à quelque chose de plus complexe et en fin de compte plus satisfaisant, la justification. La famille qui m'avait rejeté assistait maintenant à mon triomphe. Non seulement elle le reconnaissait, mais elle le célébrait. Le chemin qui m'a mené de la déception familiale au docteur Emma Mitchell a été long et difficile, mais en me tenant sur cette scène, portant la blouse blanche qui symbolisait tout ce pourquoi j'avais travaillé, je savais que cela en valait la peine. Après la cérémonie, nous nous sommes réunis pour des photos professionnelles organisées par l'hôpital et des photos de famille prises sur le vif. Sur une photo en particulier, je me tenais flanqué de mes parents, avec Jake et Meghan à leur côté. Nous sourions tous sincèrement pour la première fois depuis des années. Cette image prendrait plus tard une place de choix dans le salon de mes parents, remplaçant la galerie des réalisations de Jake qui avait dominé l'espace pendant toute mon enfance. À la réception qui a suivi, j'ai présenté ma famille au docteur Ramirez, regardant avec un mélange d'amusement et de satisfaction mon père, le professeur distingué, lui parler avec un respect déférent. Merci d'avoir cru en Emma alors que nous avons échoué, a-t-il dit, lui serrant fermement la main. Nous vous devons une dette que nous ne pourrons jamais rembourser. Le docteur Ramirez a souri chaleureusement. Le succès d'Emma lui est entièrement dû. Tout ce que j'ai fait, c'est reconnaître ce qui était déjà là. Quelque chose d'assez extraordinaire. Ma mère, qui avait observé en silence, m'a soudainement embrassé. Je suis tellement désolé, Emma, a-t-elle chuchoté. De ne pas t'avoir vu, de ne pas m'être battu pour toi. L'honnêteté brute de sa voix a percé les dernières de mes défenses. J'avais besoin de vous, ai-je chuchoté en retour. De vous deux, mais vous n'étiez pas là. Nous sommes là maintenant, a-t-elle dit, en se reculant pour me regarder, si tu nous laisses être là. Ce n'était pas une solution simple. Des années de douleur ne pouvaient pas être effacées par une cérémonie, des excuses, une journée de fierté. Mais c'était un début. La famille qui m'avait autrefois trahi par son rejet et ses faibles attentes faisait des efforts pour connaître la personne que j'étais devenue malgré elle. Alors que la réception touchait à sa fin et que mes collègues commençaient à se disperser, Jake s'est approché de moi. « Pouvons-nous parler une minute ?» a-t-il demandé, inhabituellement hésitant. Nous avons trouvé un coin tranquille à l'écart de la foule. Jake semblait avoir du mal à trouver ses mots, ce qui était inhabituel pour quelqu'un qui avait toujours été si articulé et confiant. « Je te dois des excuses », a-t-il finalement dit. Pas seulement pour le dîner de fin d'études, mais pour... Eh bien, pour avoir été un frère terrible. J'ai haussé un sourcil, attendant qu'il continue. Je savais que quelque chose n'allait pas, j'ai vu à quel point l'école était difficile pour toi, à quel point tu étais malheureuse, mais je ne voulais pas faire de vagues. C'était plus facile de se concentrer sur mon propre succès. C'était. Je suis d'accord, ai-je dit d'un ton neutre. Et puis quand tu as déménagé, je t'ai juste laissé partir. Je ne me suis pas renseigné sur toi. Je n'ai pas vraiment essayé de rester en contact. Je me suis dit que tu voulais de l'espace, mais la vérité est que j'étais à l'aise avec la façon dont les choses étaient. Il a croisé mon regard directement. Je suis désolé, Emma. Vraiment désolé. Sa franchise m'a surprise. Jake avait toujours été l'enfant chéri, mais il avait peut-être payé son propre prix pour ce rôle, un manque de conscience, un manque d'authenticité, un manque de véritable connexion.
J'apprécie cela, ai-je dit, le pensant sincèrement. Et félicitations pour ton MBA. C'est une réalisation importante. Il a ri. Ça semble un peu moins impressionnant maintenant, à côté du docteur Mitchell. Ne fais pas ça, ai-je dit fermement. Nous n'avons pas besoin de comparer nos réalisations. C'est ce qui nous a amenés ici en premier lieu. Il a acquiescé, la compréhension se faisant jour dans ses yeux. Tu as raison. Vieilles habitudes. Alors que la soirée touchait à sa fin, mon père s'est approché de moi une dernière fois. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années au cours des semaines qui ont suivi notre confrontation, le poids de ses erreurs étant visible dans les nouvelles rides sur son visage. Ta mère et moi aimerions t'inviter à dîner la semaine prochaine, a-t-il dit. Si tu es d'accord, sans pression, juste une chance de parler davantage, de commencer à reconstruire. J'ai examiné sa demande. Une partie de moi, la partie qui souffrait encore d'années de rejet et de trahison familiale, voulait refuser, les obliger à travailler plus dur pour mon pardon. Mais une autre partie a reconnu les efforts sincères qu'ils faisaient. Maintenant, je suis de garde mardi et jeudi, ai-je dit. Mais mercredi pourrait fonctionner. Le soulagement sur son visage était palpable. Mercredi, c'est. Fais-nous savoir si quelque chose change dans ton emploi du temps. Nous comprenons que ta résidence passe en premier. Cette simple reconnaissance, que ma carrière, mes choix, ma vie avaient la priorité, signifiait plus qu'il ne pouvait le savoir. En rentrant chez moi ce soir-là, épuisé mais exalté, j'ai réfléchi au tournant inattendu qu'avait pris ma vie. La famille qui m'avait autrefois défini par mes échecs s'efforçait maintenant de concilier ce faux récit avec le médecin accompli que j'étais devenu. La vengeance de leur prouver qu'ils avaient tort avait été douce, mais la possibilité de construire quelque chose de nouveau, une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la comparaison constante, offrait un autre type de satisfaction. Mon téléphone a vibré avec un message de Megan. Tu as été incroyable aujourd'hui. Comment te sens-tu par rapport à tout ça? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. C'est compliqué. Ils essaient, ce qui est plus que ce à quoi je m'attendais, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Megan a répondu rapidement, un jour à la fois, et souviens-toi, la famille n'est pas qu'une question de sang. Ce sont les gens qui croient en toi quoi qu'il arrive. Certains d'entre nous ont toujours su que tu allais changer le monde. Ces mots m'ont mis les larmes aux yeux. Tout au long de mon parcours de déception familiale à médecin accompli, Megan a été mon soutien constant, croyant en moi quand mes propres parents ne le pouvaient ou ne le voulaient pas. Elle, avec le docteur Ramirez et les collègues qui étaient devenus des amis, avait formé une autre sorte de famille pour moi, une famille basée sur une véritable connexion et un respect mutuel plutôt que sur une obligation ou une attente. Alors que je m'endormais ce soir-là, portant encore le pins de ma cérémonie de remise de blouse blanche, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais pas seulement obtenu un succès professionnel au-delà des attentes limitées de ma famille, j'avais également construit une vie riche en relations significatives. La vengeance de bien vivre était en effet la plus douce des victoires. La première semaine de ma résidence a été exactement aussi difficile qu'on m'avait prévenu qu'elle le serait, de longues heures, des cas complexes et la pression constante de savoir que des vies dépendaient de mes connaissances et de mon jugement. Malgré l'épuisement, je me suis épanoui. Le cerveau qui avait eu du mal à se concentrer sur l'algèbre au lycée était parfaitement adapté au diagnostic d'affection neurologique chez les patients pédiatriques. Mercredi soir, lorsque je suis arrivé chez mes parents pour le dîner, je fonctionnais au café et à l'adrénaline, étant resté éveillé pendant près de 20 heures d'affilée. J'avais envisagé d'annuler, mais quelque chose m'a dit qu'honorer cet engagement était important à la fois pour eux et pour moi. Ma mère a ouvert la porte avant que je puisse frapper, son expression étant un mélange de joie et d'inquiétude. « Emma, tu as l'air épuisée. Entre. Assieds-toi. » La maison sentait mon plat préféré d'enfance, des lasagnes avec du pain à l'ail. Un détail qui ne m'a pas échappé. Ils essayaient, à leur manière, de se racheter. Mon père est sorti de la cuisine, portant un tablier que je n'avais jamais vu auparavant. Ça tombe à pic. Le dîner est prêt. Jake était déjà assis à la table à manger, qui avait été dressée avec la belle vaisselle, celle qui était généralement réservée aux fêtes et aux invités spéciaux. Le symbolisme n'était pas subtil, mais j'ai apprécié l'effort malgré tout. « Comment se passe la résidence ?» a demandé mon père alors que nous nous servions. Collins a une excellente réputation. Avant que je puisse répondre, ma mère a renchéri. Peut-être pourrions-nous réserver le travail pour après le dîner.
Emma a l'air d'avoir besoin de manger et de se détendre d'abord. J'ai souri, fatigué. Ça va, maman. J'ai l'habitude de parler de médecine sans avoir dormi. Je me suis tourné vers mon père. C'est intense mais fascinant. Je travaille avec le docteur Harmon sur un projet de recherche lié à l'intervention précoce chez les enfants présentant des différences neurologiques. Les yeux de mon père se sont illuminés d'un intérêt sincère. Nathan Harmon. J'ai lu son travail sur la neuroplasticité. Un chercheur brillant. La conversation s'est déroulée plus facilement que je ne l'avais prévu, ma famille posant des questions réfléchies sur mon travail et écoutant réellement mes réponses. Personne n'a comparé mes réalisations à celles de Jake. Personne n'a fait de commentaires dédaigneux sur mes capacités. C'était le genre de dîner de famille que j'avais toujours souhaité mais jamais connu. Après le dessert, alors que nous nous déplacions vers le salon avec du café, mon père s'est raclé la gorge nerveusement. Emma, ta mère et moi avons beaucoup réfléchi et lu depuis ta remise de diplôme, sur le TDAH, sur nos échecs en tant que parents. Ma mère a acquiescé, posant sa tasse. Nous voulons mieux comprendre, non seulement ce que nous avons mal fait, mais aussi comment nous pouvons te soutenir maintenant. Leur sincérité était touchante, voire surréaliste, après des années de rejet. Cela signifie beaucoup, ai-je dit avec prudence. Mais j'ai besoin que vous compreniez que je gère ma condition avec succès depuis des années maintenant. Je n'ai pas besoin d'être réparé ou aidé. Bien sûr que non, a dit mon père rapidement. Nous voulons juste apprendre à mieux faire. Jake, qui avait été inhabituellement silencieux pendant tout le dîner, a soudainement pris la parole. J'ai beaucoup pensé à notre enfance, a-t-il dit, l'air mal à l'aise, à quel point nos expériences étaient différentes. Je pense que j'ai bénéficié d'un système qui a été conçu pour les personnes qui pensent comme moi, alors que tu te battais contre lui tous les jours. Sa perspicacité m'a surprise. Jake avait toujours semblé inconscient de son propre privilège au sein de notre famille et au sein du système éducatif. C'est étonnamment perspicace, ai-je admis. Il a haussé les épaules, embarrassé. J'ai lu des choses sur la neurodiversité, j'essaie de comprendre. Cette révélation, que ma famille non seulement reconnaissait ses erreurs passées, mais s'éduquait activement, m'a profondément ému. C'était plus que ce que j'avais osé espérer. Mon père a pris un dossier sur la table basse et me l'a tendu. Nous avons trouvé ça récemment en triant de vieux papiers. J'ai pensé que tu pourrais les vouloir. À l'intérieur, il y avait mes dessins et mes histoires d'enfance, un travail coloré et créatif que j'avais fait à l'école primaire avant que les difficultés scolaires ne commencent à tout éclipser. Je me souvenais vaguement de ces créations, mais j'étais stupéfaite que mes parents les aient gardées. Vous avez gardé ça, ai-je demandé, feuilletant des pages d'histoires imaginatives sur des aventures de médecins et la guérison de créatures magiques, des indications précoces de mon intérêt médical que tout le monde, y compris moi, avait manqué. Bien sûr que oui, dit doucement ma mère. Nous avons gardé tout ce que toi et Jake avez créé. Je la regardais, confuse. Mais vous n'avez jamais exposé mon travail, seulement les récompenses et les certificats de Jake. Mes parents échangèrent des regards coupables. Nous pensions que mettre en avant les réussites scolaires de ton frère pourrait te motiver, admit mon père. C'était terriblement mal avisé. C'était cruel, corrigeai-je doucement mais fermement. Et ça a eu l'effet inverse. Ça m'a convaincu que je ne pourrais jamais être à la hauteur, alors pourquoi essayer? Mon père acquiesça, acceptant la critique sans se défendre un autre changement par rapport à nos interactions passées. Tu as raison. Nous t'avons manqué de manière fondamentale, Emma, et nous ne pourrons jamais réparer ces dommages. Mais nous espérons, ajouta ma mère, que nous pourrons peut-être construire quelque chose de nouveau. Une relation basée sur qui tu es réellement, pas sur qui nous pensions à tort que tu devrais être. J'étudiais leur visage, cherchant des signes des parents indifférents qui m'avaient rayé de leur vie il y a des années. Au lieu de cela, je vis un remords et un espoir sincère, et une compréhension du fait qu'ils demandaient plus qu'ils ne le méritaient. J'aimerais ça, dis-je finalement, mais cela demandera du temps et des efforts de notre part à tous. Nous le savons, dit solennellement mon père, et nous nous engageons à faire ce travail. Alors que je me préparais à partir, l'épuisement finissant par me rattraper, Jake m'accompagna jusqu'à ma voiture. Alors, dit-il maladroitement, je me disais qu'on pourrait peut-être déjeuner ensemble un de ces jours quand ton emploi du temps le permettra. J'aimerais apprendre à connaître ma sœur, le médecin. Je souris malgré ma fatigue. J'aimerais ça aussi. En rentrant chez moi,
je réfléchis à la soirée avec un optimisme prudent. La famille qui m'avait autrefois trahi par son indifférence et ses faibles attentes faisait un effort sincère pour connaître et soutenir la personne que j'étais devenue. Ce n'était pas parfait, et des années de souffrance ne pouvaient pas être effacées en quelques semaines. Mais c'était un début que je n'avais pas cru possible. Les mois suivants ont apporté une reconstruction progressive des relations et de la confiance. Mes parents ont assisté à des événements hospitaliers où je présentais, assis fièrement au premier rang. Jake et moi avons instauré une tradition de déjeuner hebdomadaire, nous redécouvrant lentement en tant qu'adultes plutôt que comme l'enfant prodige et la déception de nos récits d'enfance. Mon père, fidèle à sa nature académique, s'est plongé dans l'étude du TDAH et de la neurodiversité, m'envoyant parfois des articles ou des études qui, selon lui, pourraient m'intéresser. Ma mère a trouvé des moyens plus pratiques de montrer son soutien, en me déposant des repas préparés pendant les rotations particulièrement exigeantes, en me proposant de gérer des tâches banales comme le nettoyage à sec lorsque mon emploi du temps devenait accablant. 6 mois après le début de mon internat, j'ai été sélectionné pour assister à une intervention révolutionnaire, une neurochirurgie complexe sur un patient de 5 ans atteint d'une maladie rare. L'opération serait observée par des spécialistes de tout le pays et potentiellement publiée dans plusieurs revues médicales. C'était une opportunité extraordinaire pour une interne de première année, une reconnaissance à la fois de mes compétences techniques et de ma compréhension théorique. Lorsque j'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle, leur réaction a été tout ce que j'aurais pu espérer, une fierté pure et sans mélange, sans comparaison ni réserve. C'est incroyable, Emma, dit mon père, la voix chargée d'émotion. Absolument extraordinaire. Nous sommes si fiers de toi, ajouta ma mère, si fiers. Le jour de l'opération, je suis arrivé à l'hôpital et j'ai trouvé des fleurs qui m'attendaient au poste des infirmières, de toute ma famille, avec une carte qui disait simplement « Crois en toi autant que nous croyons en toi. On t'aime, ta famille. » Le geste a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. Après des années de sentiments d'invisibilité et de sous-estimation, être vraiment vu et valorisé par les personnes qui m'avaient autrefois rejeté était incroyablement réparateur. L'opération elle-même a été intense et difficile, durant plus de 9 heures. Lorsqu'elle a finalement été achevée, le patient étant stable et l'intervention considérée comme un succès, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement plus profond que tout ce que j'avais vécu auparavant. Il ne s'agissait plus seulement de prouver à ma famille qu'elle avait tort. Il s'agissait de réaliser mon potentiel et de faire une réelle différence dans la vie d'un enfant. Alors que je sortais du bloc opératoire, épuisé mais exalté, j'ai été surprise de voir toute ma famille dans la salle d'attente, mes parents, Jake, Megan, et même certaines de mes tantes et oncles. Ils étaient là depuis le début, me soutenant silencieusement à distance. Nous ne voulions pas te distraire, expliqua mon père lorsque j'exprimais ma surprise de leur présence, mais nous voulions être là pour te soutenir. Le docteur Ramirez, qui avait assisté à l'opération, s'approcha de notre groupe avec un sourire chaleureux. Votre fille a brillamment opéré aujourd'hui, dit-elle à mes parents. Vous devriez être très fiers. Nous le sommes, dit ma mère, les yeux brillants de larmes, plus que nous ne pouvons l'exprimer. Le docteur Ramirez se tourna ensuite vers moi. Emma, docteur Mitchell, l'équipe chirurgicale discute du cas ce soir au dîner. Nous serions ravis que vous vous joigniez à nous, mais je comprends si vous préférez passer du temps avec votre famille. Je jetai un coup d'œil à mes parents, qui reculèrent immédiatement. Vas-y, insista mon père. C'est important pour ta carrière. Nous pouvons fêter ça une autre fois. Leur compréhension, leur priorité accordée à mon développement professionnel par rapport à leur désir de passer du temps avec moi, était un autre signe de l'évolution de notre relation. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais assise avec l'équipe chirurgicale à discuter de l'intervention et de ses implications, mon téléphone vibra avec un SMS de Jake, « Maman et papa n'arrêtent pas de dire à quel point tu es incroyable. Je suis presque sûr que papa raconte à des inconnus au restaurant l'histoire de sa brillante fille, la neurochirurgienne. Je pensais que tu devrais le savoir. » Le message me fit sourire. La famille qui m'avait autrefois rejeté comme incapable célébrait maintenant mon succès avec une fierté sans retenue. La vengeance de leur prouver qu'ils avaient tort avait été satisfaisante, mais la guérison qui découlait de leur reconnaissance et de leur changement véritable était en fin de compte plus gratifiante. 1 an après le début de mon internat, alors que je continuais à exceller à la fois cliniquement et dans la recherche, mon père me demanda s'il pouvait amener certains de ses étudiants pour observer une conférence que je donnais sur les troubles neurologiques pédiatriques. Je veux qu'ils voient ce qui est possible lorsque nous regardons au-delà des mesures traditionnelles du potentiel, expliqua-t-il. La demande me toucha profondément.
Mon père, qui avait autrefois limité mes horizons en se basant sur des définitions étroites de l'intelligence et des capacités, utilisait maintenant mon parcours pour élargir son propre enseignement, pour l'aider à identifier et à nourrir le potentiel d'étudiants qui pourrait autrement être négligé. Pendant la conférence, je l'aperçus dans le public, me regardant avec une fierté indéniable alors que j'expliquais des concepts neurologiques complexes avec clarté et confiance. Le même père qui m'avait autrefois rejeté comme incapable sur le plan scolaire apprenait maintenant de moi un renversement qui bouclait la boucle de ma vengeance par le succès. Après, alors que ses étudiants sortaient, bourdonnant de questions et d'observations, mon père s'approcha de l'estrade. « Merci, dit-il simplement, de me permettre de faire partie de cela, de me donner la chance d'apprendre de mes erreurs. » Je lui serrai la main. Merci d'être disposé à apprendre. Ce soir-là, lors d'un dîner de famille célébrant l'anniversaire de ma cérémonie de remise de blouse blanche, ma mère leva son verre pour porter un toast. À Dr Emma Mitchell, qui nous a tous appris que le potentiel se présente sous de nombreuses formes, et que le véritable succès se mesure non pas en se conformant aux attentes des autres, mais en trouvant son propre chemin et en le suivant avec courage. Alors que les verres tintaient autour de la table, je regardais les visages de ma famille, autrefois la source de mes blessures les plus profondes, maintenant des alliés prudents dans mon parcours continu. La trahison avait été réelle, les dommages importants. Mais la vengeance du succès avait conduit à quelque chose que je n'avais pas anticipé, la possibilité d'une véritable guérison et d'une véritable connexion. Mon père croisa mon regard à travers la table et sourit, un sourire rempli de regrets pour le passé, mais aussi d'espoir pour l'avenir. Je lui rendis son sourire, reconnaissant à la fois la douleur que nous avions traversée et la nouvelle compréhension à laquelle nous étions parvenus. La déception familiale était devenue Dr Emma Mitchell. Et dans cette transformation résidait non seulement une justification personnelle, mais aussi la possibilité d'une croissance et d'une rédemption collective. Megan, assise à côté de moi, se pencha pour murmurer, de mouton noir de la famille à superstar médicale. Pas mal pour quelqu'un qui a à peine terminé l'école, hein? Je ris doucement. Pas mal du tout. Alors que la soirée se poursuivait, avec des histoires et des rires coulant plus facilement que jamais lors de nos réunions de famille, je réfléchis au parcours qui m'avait amené ici. La vengeance du succès avait été douce, mais la guérison qui avait suivi la construction de relations authentiques basées sur qui j'étais vraiment, plutôt que sur ce que les autres attendaient de moi était en fin de compte plus satisfaisante. La famille qui m'avait autrefois trahi par son indifférence et ses faibles attentes avait été transformée par mon succès, forcée de faire face à ses propres préjugés et limites. Et moi, à mon tour, j'avais été transformé par l'expérience de m'élever au-dessus de leurs attentes, et ensuite, un peu inattendu, de trouver un moyen de les emmener avec moi dans mon voyage. J'étais Dr Emma Mitchell maintenant, définie non pas par la déception familiale, ni même par une douce vengeance, mais par mes propres réalisations, mes propres choix et ma propre capacité à la fois au succès et au pardon. Le chemin n'avait pas été facile, mais en regardant autour de moi ma famille, imparfaite mais essayant, apprenant à me voir clairement pour peut-être la première fois, je savais que cela valait chaque étape difficile. 2 ans après le début de mon internat, on m'a offert une opportunité extraordinaire de rejoindre une équipe de recherche internationale développant de nouveaux traitements pour les troubles neurologiques pédiatriques. Le poste impliquerait 6 mois dans un centre médical prestigieux en Suisse, travaillant avec certains des esprits les plus innovants du domaine. C'était le genre d'avancement de carrière dont la plupart des internes ne pouvaient que rêver, une reconnaissance de mon travail et de mon potentiel exceptionnel. Lorsque j'ai partagé la nouvelle avec ma famille au dîner, leur réaction en disait long sur le chemin parcouru. La Suisse. C'est incroyable, Emma, s'exclama ma mère, sa surprise initiale faisant rapidement place à la fierté. Quand partirais-tu? Si j'accepte, je partirai dans environ 2 mois, expliquai-je. C'est un court préavis, je sais, mais des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas souvent. Mon père, qui aurait autrefois remis en question mes capacités ou soulevé des objections pratiques, se contenta d'acquiescer pensivement. Cela semble parfait pour tes intérêts de recherche. Le Neuro Institute de Genève dispose d'installations à la pointe de la technologie. Le fait qu'il le sache, qu'il ait prêté suffisamment d'attention à mon travail pour comprendre pourquoi cette opportunité correspondait à mes objectifs de recherche, était un autre signe de l'ampleur du changement. Jake leva son verre. À ma brillante sœur, sur le point d'exporter ses talents à l'international. Ils ont de la chance de t'avoir. Il faudra nous faire savoir si on peut venir vous rendre visite, ajouta ma mère. J'ai toujours voulu voir la Suisse. Il n'y avait aucune culpabilité dans sa suggestion, aucune attente,
juste une offre que j'étais libre d'accepter ou de refuser sans jugement, un autre petit mais significatif changement dans la dynamique de notre famille. J'aimerais ça, dis-je, quelque peu surprise de réaliser que je le pensais. Peut-être vers la fin de mon séjour là-bas, une fois que je serai installé. Alors que le dîner touchait à sa fin, mon père me prit à part. Je suis si fier de toi, Emma, dit-il doucement, pas seulement de ce que tu as accompli, mais de qui tu es devenue, ta résilience, ta détermination, ta compassion. Venant de lui, le parent dont j'avais autrefois si désespérément convoité l'approbation, ces mots auraient pu être la validation ultime. Maintenant, ils étaient significatifs, mais pas déterminants. J'appréciais sa fierté, mais je n'en avais plus besoin pour confirmer ma valeur. Merci, dis-je simplement. Ça veut dire beaucoup. Il hésita, puis ajouta, j'ai pensé à écrire un livre sur la neurodiversité dans l'éducation, sur la façon dont nos systèmes échouent avec les élèves ayant des styles d'apprentissage différents. Est-ce que tu serais prête à le relire, pour m'assurer que je le comprends bien? La demande me toucha profondément. Mon père, le professeur distingué, me demandait mon expertise, reconnaissant que dans ce domaine, j'en savais plus que lui. C'était peut-être l'indication la plus claire à ce jour de l'évolution de notre relation. Je serais honoré, lui dis-je, et je le pensais sincèrement. 2 mois plus tard, je me tenais à la porte d'embarquement de l'aéroport, passeport et carte d'embarquement en main, prête à entamer le prochain chapitre de mon parcours professionnel. Toute ma famille était venue me dire au revoir, mes parents, Jake, Megan, et même certaines de mes tantes et oncles qui avaient autrefois fait partie du cœur qui rejetait mon potentiel. Tu appelleras quand tu auras atterri, demanda ma mère, ajustant mon écharpe inutilement. Et dis-nous si tu as besoin qu'on t'envoie quelque chose. Je le ferai, promis-je, souriant à son agitation nerveuse. Mais ça ira. Je me suis déjà débrouillé seul. Une ombre passa sur son visage au souvenir des années où j'avais effectivement été seul, sans soutien familial. Je sais que tu l'as fait, dit-elle doucement, mais tu n'as plus à le faire. Mon père, jamais à l'aise avec les adieux émotionnels, me tendit un petit paquet pour le vol. Quelque chose à lire, expliqua-t-il d'un ton bourru. À l'intérieur, il y avait une édition originale d'un manuel de neurologie classique avec une note manuscrite glissée à l'intérieur, à Dr Emma Mitchell, qui nous rappelle quotidiennement que les esprits les plus brillants empruntent souvent des voies non conventionnelles. Avec une fierté et un amour infini, papa. Le geste, si attentionné, si personnel, me fit monter des larmes inattendues aux yeux. C'était le père que j'avais toujours voulu, celui qui me voyait clairement et me valorisait pour ce que j'étais exactement. Jake me fit une étreinte maladroite. N'oublie pas ta famille ici quand tu traîneras avec tous ces médecins européens chics, plaisanta Théil. Jamais, promis-je, rendant l'étreinte avec plus de chaleur que je n'aurais pu le faire un an plus tôt. Lorsque l'embarquement final fut annoncé, je ramassai mon bagage à main et jetai un dernier coup d'œil à ma famille. Les personnes qui m'avaient autrefois défini par mes échecs se rassemblaient maintenant pour célébrer ma réussite. Le chemin qui m'avait mené de la déception familiale à médecin respecté avait été long et souvent douloureux. Mais me tenant là, entouré de leur soutien sincère, je ressentis un sentiment de clôture dont je n'avais pas su que j'avais besoin. Je vous vois dans quelques mois, dis-je, leur faisant signe en me dirigeant vers la porte. Essayez de ne pas trop m'ennuyer. Impossible, me lança mon père, sa voix inhabituellement émue. Absolument impossible. Dans l'avion, alors que nous nous préparions au décollage, j'ouvris mon journal à une page blanche et commençai à écrire. Non pas sur la vengeance ou la justification, bien que ces sentiments aient été réels et puissants. Au lieu de cela, j'écrivis sur la transformation, comment mon succès avait non seulement changé ma vie, mais avait également créé des ondes qui avaient transformé ma famille, comment le fait de leur prouver qu'ils avaient tort avait finalement conduit à quelque chose que je n'avais pas anticipé, la chance pour nous tous de dépasser les récits limitatifs que nous avions acceptés si longtemps. La famille qui m'avait autrefois trahi par son rejet et ses faibles attentes avait été obligée de confronter ses propres préjugés, d'élargir sa compréhension de l'intelligence et du potentiel. Et moi, à mon tour, j'avais été mise au défi de dépasser une colère justifiée pour envisager la possibilité d'une connexion et même d'un pardon. Pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la liberté qui venait du fait de lâcher prise sur les vieilles blessures. Alors que l'avion décollait, me transportant vers de nouveaux sommets professionnels, je ressentis une sensation de légèreté qui n'avait rien à voir avec l'altitude. La vengeance du succès avait été douce, oui, mais la guérison qui a suivi, inattendue et imparfaite soit-elle, avait apporté sa propre forme de satisfaction. J'étais docteur. Emma Mitchell,
défini ni par la trahison familiale ni par la douce vengeance, mais par mes propres choix, mes propres réalisations et ma propre capacité à créer une vie de sens et de but. La vue à 30 000 pieds était spectaculaire, une métaphore qui ne m'échappait pas alors que je contemplais le chemin parcouru depuis cette fille blessée et rejetée qui avait autrefois cru en la vision limitée de sa famille concernant son potentiel. Le voyage n'était pas terminé, à bien des égards, il ne faisait que commencer. Mais le poids du passé ne me retenait plus. Je volais maintenant sur des ailes de ma propre fabrication, vers un avenir limité uniquement par mes propres rêves et ma propre détermination. Et cela, peut-être, était la plus douce des vengeances. 6 mois en Suisse passèrent en un tourbillon de recherches, de consultations de patients et de conférences médicales internationales. Mon travail avec l'équipe de neurologie pédiatrique a été reconnu dans plusieurs revues prestigieuses, et j'ai été invité à présenter nos conclusions lors de colloques à travers l'Europe. Chaque succès s'appuyait sur le précédent, créant un élan qui me propulsait dans ma carrière avec une confiance que j'avais autrefois cru impossible. Tout au long de mon séjour à l'étranger, j'ai maintenu un contact régulier avec ma famille, des appels vidéo avec mes parents, des échanges de SMS avec Jake, des mises à jour régulières de Megan sur les événements à la maison. La distance semblait faciliter notre communication à certains égards, supprimant la pression des interactions en personne et nous permettant de nous connecter plus authentiquement. Mon père envoyait des brouillons de ses chapitres de livres, incorporant sincèrement mes commentaires et mes expériences dans sa compréhension évolutive de la neurodiversité dans l'éducation. Ma mère remplissait nos conversations de questions sur mon travail et ma vie à Genève, faisant preuve d'un intérêt sincère plutôt que de jugement ou de comparaison. Jake partageait ses propres développements de carrière et ses nouvelles relations, nos conversations devenant de plus en plus naturelles et réciproques. Lorsque ma mission internationale prit fin, je suis rentré chez moi avec des émotions mitigées, désireuse de revoir ma famille, mais aussi inquiète de savoir si nos relations améliorées résisteraient à l'épreuve de la proximité. Les changements avaient-ils été authentiques et durables, ou simplement un ajustement temporaire en réponse à ma réussite professionnelle? Mes parents et Jake sont venus me chercher à l'aéroport, leur visage s'illuminant lorsqu'ils m'ont repéré dans la zone des arrivées. Les étreintes étaient chaleureuses, les questions sur mon voyage sincères. Alors que nous rentrions chez nous, la conversation s'est déroulée facilement, sans la tension ou la maladresse qui avait caractérisé nos interactions pendant tant d'années. À la maison, j'ai découvert que mon ancienne chambre avait été transformée en une suite confortable, avec un bureau parfaitement situé pour travailler et des étagères remplies de manuels médicaux. C'était une déclaration subtile mais significative, c'était toujours ma maison, mais il reconnaissait que j'étais maintenant une adulte avec des besoins professionnels et ma propre vie. Nous avons pensé que tu pourrais vouloir rester ici quelques jours pendant que tu te réadaptais au fuseau horaire, expliqua ma mère, avant de retourner dans ton appartement. La délicatesse du geste me toucha. Ils avaient créé un espace qui honorait ce que j'étais devenu, et non ce qu'ils avaient autrefois attendu que je sois. Le lendemain soir, mes parents ont organisé un petit dîner de bienvenue, invitant Megan et quelques amis proches de la famille. Alors que nous nous réunissions autour de la table, j'ai remarqué quelque chose de différent dans la salle à manger. Le mur qui avait autrefois été recouvert exclusivement des certificats universitaires et des trophées sportifs de Jake affichait maintenant un équilibre entre nos réalisations. Mon diplôme de médecine était accroché à côté de son MBA, mes publications de recherche à côté de ses prix d'affaires. L'équité visuelle était frappante, une manifestation physique de l'ampleur des changements intervenus dans la perception de notre famille. Lorsque j'ai croisé le regard de mon père, il a hoché légèrement la tête, reconnaissant l'importance de l'affichage sans avoir besoin de l'exprimer verbalement. Pendant le dîner, la conversation s'est naturellement tournée vers mes expériences en Suisse et mes projets d'avenir. J'ai partagé que j'avais reçu une prestigieuse bourse de recherche au Collins Medical Center, ce qui me permettrait de poursuivre mon internat tout en poursuivant des recherches spécialisées sur les troubles neurologiques pédiatriques. C'est une merveilleuse nouvelle, Emma, dit mon père, sa fierté évidente. Les opportunités de recherche à Collins sont exceptionnelles, et cela signifie que tu resteras dans la région, ajouta ma mère, visiblement ravie. Bien sûr, nous te soutiendrons où que ta carrière te mène, s'empressa-t-elle d'ajouter, veillant à ne pas imposer d'attente. Jake leva son verre. Au succès continu du docteur Mitchell, dit-il. Que le monde médical continue de reconnaître ce que nous avons été trop lents à voir, que tu es un génie absolu. Tout le monde rit, mais il y avait une vérité poignante dans ces mots qui n'échappa à personne à la table. Ma famille avait effectivement été lente à reconnaître mon potentiel, mais elle faisait des efforts sincères pour me voir clairement maintenant. Plus tard dans la soirée, alors que les invités partaient, Dr Ramirez, qui avait été invité sur l'insistance de mes parents,
me prit à part. Votre famille a fait beaucoup de progrès, observa-t-elle. C'est remarquable de voir. J'acquiesçai. Oui. C'est encore un travail en cours, mais oui, ils ont changé. Et vous, demanda-t-elle avec perspicacité. Comment vous sentez-vous par rapport à tout ça? J'examinai la question attentivement. Prudemment optimiste, dis-je finalement. La vengeance de leur prouver qu'ils avaient tort était satisfaisante, mais je trouve que reconstruire sur des bases plus authentiques est en fait plus épanouissant à long terme. Docteur Ramirez sourit. C'est de la sagesse, Emma. Le genre qui vient de l'expérience, pas des manuels. Les semaines suivantes apportèrent une réadaptation progressive à la vie à la maison, se réinstaller dans mon appartement, renouer avec mes collègues à l'hôpital, établir de nouvelles routines qui intégraient des moments réguliers en famille tout en maintenant des limites appropriées. La relation avec ma famille continua d'évoluer, devenant plus authentique à mesure que les anciens schémas étaient reconnus et que de nouveaux, plus sains, prenaient leur place. 3 mois après mon retour, le livre de mon père fut publié, au-delà des mesures traditionnelles, reconnaître et encourager le potentiel intellectuel diversifié dans l'éducation. La page de dédicace disait, à ma fille, Dr Emma Mitchell, dont le parcours m'a enseigné mes leçons les plus importantes sur le potentiel, la perception et le pouvoir de croire en quelqu'un, même quand, et surtout quand, il ne correspond pas à nos idées préconçues de succès. Le livre reçut une attention particulière dans les milieux éducatifs, ce qui déboucha sur des conférences et des consultations avec des écoles intéressées à mieux soutenir les élèves neurodivergents. Mon père m'invitait souvent à participer à ces présentations, créant un récit puissant sur la façon dont les systèmes éducatifs peuvent faire échouer des esprits brillants, et sur la façon dont les familles peuvent renforcer involontairement ces échecs. Ensemble, nous avons commencé à changer la conversation, non seulement au sein de notre propre famille, mais au sein de communautés éducatives et médicales plus larges. Les expériences qui m'avaient autrefois causé tant de douleur se transformaient maintenant en outils de sensibilisation et de changement, aidant d'autres familles à éviter les erreurs qui avaient caractérisé mon enfance. 1 an après mon retour de Suisse, alors que je continuais à progresser dans ma bourse et mes recherches, j'ai été invité à prononcer le discours d'ouverture d'une grande conférence sur la neurodiversité et la médecine. L'auditoire comprenait des éducateurs, des professionnels de la santé et des familles d'enfants neurodivergents, des personnes qui pouvaient bénéficier directement des idées que mon parcours avait fournies. Alors que je me tenais au pupitre en regardant la mer de visages attentifs, j'aperçus ma famille au premier rang, mes parents, Jake, Megan, tous rayonnant d'une fierté sincère. Le contraste avec mes expériences d'enfance n'aurait pas pu être plus frappant. La fille qui avait autrefois été considérée comme incapable sur le plan académique éduquait maintenant les autres sur les conditions mêmes qui avaient été négligées dans son propre développement. Mon parcours d'élève en difficulté à médecin ne consistait pas seulement à prouver aux autres qu'ils avaient tort, dis-je à l'auditoire. Bien que je ne nie pas qu'il y ait eu une satisfaction à cela. Un rire entendu parcourut la foule. Il s'agissait de découvrir que le succès n'a pas la même apparence pour tout le monde, que les esprits brillants fonctionnent souvent différemment, et que nos systèmes, à la fois éducatifs et familiaux, doivent élargir leur compréhension du potentiel. J'ai partagé mon histoire ouvertement, les luttes, le rejet, la détermination à réussir malgré, plutôt que grâce au soutien que j'ai reçu. J'ai parlé du diagnostic approprié qui avait tout changé, des mentors comme Dr Ramirez qui avait reconnu ce que ma famille ne pouvait pas voir, du chemin sinueux qui m'avait mené à la médecine. Mais ce n'est pas seulement mon histoire, continuai-je, en faisant un geste vers ma famille. C'est aussi une histoire de transformation, sur la façon dont les gens peuvent apprendre, grandir et changer leurs croyances profondément ancrées lorsqu'ils sont confrontés à des preuves qui remettent en question leurs hypothèses. Le parcours de ma famille, qui est passé du rejet de mon potentiel à la célébration de ma réussite, représente une sorte d'évolution que je crois possible pour de nombreuses familles, de nombreux éducateurs, de nombreux systèmes. Les yeux de mon père brillaient de larmes alors que je reconnaissais le travail qu'il faisait maintenant pour empêcher d'autres élèves de vivre ce que j'avais enduré. Ma mère sourit d'un air encourageant, son visage reflétant à la fois la fierté du présent et le regret du passé. Jake me fit un discret signe de pouce levé, sa propre façon d'exprimer son soutien. La vengeance du succès est satisfaisante, conclus-je. Mais la guérison qui découle d'une reconnaissance et d'un changement véritable est finalement plus épanouissante. J'espère qu'en partageant notre histoire, à la fois les parties douloureuses et les parties rédemptrices, nous pouvons aider d'autres familles à éviter nos erreurs et à créer des environnements où les esprits diversifiés sont reconnus et encouragés dès le début, plutôt que malgré les obstacles placés sur leur chemin. La standing ovation qui suivit fut gratifiante,
mais l'étreinte que me donna mon père en quittant la scène, sans parole, émotionnelle, remplie à la fois de regret et de fierté, signifiait encore plus. Nous avions parcouru un long et difficile chemin ensemble, de la trahison familiale à la douce vengeance, en passant par quelque chose qui ressemblait à une réconciliation, pas parfaite, pas complète, mais authentique et évolutive. Plus tard dans la soirée, lors d'un dîner de célébration avec ma famille et mes plus proches collègues, Jake leva son verre lors d'un toast. À ma sœur, Dr Emma Mitchell, dit-il, qui non seulement nous a tous prouvé que nous avions tort, mais a eu la grâce de nous emmener avec elle dans son voyage. Nous ne méritions pas une seconde chance, mais tu l'as donnée quand même. Je ne l'ai pas fait pour vous, répondis-je honnêtement, mais sans malice. Je l'ai fait pour moi. Porteur de la colère, même de la colère justifiée, était épuisant. Laisser aller était libérateur. Mon père acquiesça, comprenant la nuance dans mes mots. La meilleure vengeance n'est pas seulement le succès, dit-il pensivement. C'est le succès qui transforme non seulement votre vie, mais la vie des autres, y compris ceux qui vous ont sous-estimé. En regardant ma famille, imparfaite mais essayant, apprenant à me voir clairement après des années de rejet, je réalisais qu'il avait raison. La plus douce des vengeances n'avait pas été simplement de leur prouver qu'ils avaient tort, bien que cela ait certainement été satisfaisant. Il s'agissait de créer un succès si indéniable, si convaincant, qu'il les avait forcés à affronter leurs propres préjugés et leurs propres limitations. Et dans cette confrontation, cela leur avait offert la possibilité de dépasser les perspectives étroites qui avaient causé tant de dégâts. Tout le monde n'obtient pas une vindication aussi complète, un renversement aussi clair des récits familiaux. Mais j'avais, grâce à la détermination, au travail acharné, à un soutien approprié, et oui, à un désir sain de prouver à ma famille qu'elle avait tort au sujet de mon potentiel. Le voyage de la déception familiale au docteur Emma Mitchell avait été difficile, douloureux et finalement transformateur, non seulement pour moi, mais pour nous tous. Alors que je levais mon verre pour me joindre au toast, je ressentis un profond sentiment de satisfaction, non seulement dans mes réalisations professionnelles, bien que substantielles, mais aussi dans la croissance personnelle qui les avait accompagnées. Je n'avais pas seulement prouvé à ma famille qu'elle avait tort au sujet de mes capacités, je m'étais prouvé à moi-même que j'avais raison au sujet de ma propre valeur et de mon propre potentiel. Et ce faisant, j'avais créé l'espace pour un nouveau type de relation avec eux, une relation basée sur la vérité, le respect et la reconnaissance véritable, plutôt que sur de fausses attentes et le rejet. La vengeance du succès avait été douce, mais la guérison qui avait suivi avait été encore plus douce, un témoignage non pas du pouvoir de l'approbation familiale, mais de la résilience de l'esprit humain et de sa capacité de croissance, de changement et de réconciliation éventuelle. J'étais Dr Emma Mitchell, défini non pas par la trahison familiale, ni même par la douce vengeance, mais par mes propres choix, mes propres réalisations et mon propre voyage vers une vie de but, de connexion et de reconnaissance authentique. Et cela, peut-être, était la plus satisfaisante des vengeances.